Oui, bonjour à tous, et je dirais enfin. Enfin, on parle du polyhandicap et du rôle des familles d'enfants et d'adultes polyhandicapés. Et effectivement, il y a du nouveau. Il y a du nouveau et ça bouge, ça commence à bouger. Et la sortie par la HAS de ces recommandations de bonne pratique, je crois, est un événement important. Mais qu'est-ce que c'est que ces recommandations de bonne pratique? Et c'est pour ça que nous nous réjouissons tous d'entendre Madame Marie-Christine Thézenas nous présenter ces bonnes pratiques et la façon dont un parent peut s'en saisir. Alors, je vais lui passer la parole. Madame Marie-Christine Thézenas est la présidente du GPF, Groupe Polyhandicap France, qui est, il n'y a pas de honte à le dire, le lobby des familles d'adultes et d'enfants polyhandicapés. Donc c'est un organisme important nous devons soutenir. Et donc je vais lui passer tout de suite la parole pour qu'elle nous parle de ces recommandations de bonne pratique, après quoi nous aurons bien entendu des questions à lui poser, parce que, je répète, la sortie de ces recommandations, c'est quelque chose de très important dans le secteur que nous connaissons. Alors bonjour à tous, je me présente, je vous parle d'une double place, à la fois de parents, ce qui est quand même le plus important évidemment. Mon fils aîné est né polyhandicapé, il nous a quittés il y a quasiment 6 ans, il aurait 35 ans aujourd'hui, et pendant 30 ans, on a tâché de cheminer côte à côte. Tous ensemble, j'avais eu 2 autres fils après lui, qui allaient très bien et voilà, et on a pendant 30 ans vécu ensemble, son papa, lui et moi, en essayant de faire au mieux. On ne savait pas toujours tout. Vous êtes particulièrement bien placé pour savoir à quel point c'est déroutant de se retrouver sans préparation, évidemment, parent d'un enfant polyhandicapé, et à quel point, comme dit le poète, le chemin se fait en marchant. Et puis, effectivement, de cette place de parent, je suis rentrée dans le tissu associatif, dans le milieu associatif, plutôt militant, parce que c'est assez bien dans mon caractère. Et donc, je me suis retrouvée au groupe Polyhandicap France, dont j'ai l'immense honneur et la lourde charge d'être devenue présidente il y a 4 mois. Attendez, c'est tout neuf cette histoire. Et donc, si vous voulez, je parle évidemment en mon nom, mais je porte aussi la parole de tous les autres parents que j'ai pu rencontrer dans ce long chemin associatif. Donc 35 ans, je suis rentrée quand même un peu tard, mettons 25 ans de vie associative. Et je trouve que ce qui s'est passé pendant toute cette période est extraordinaire. Alors évidemment, nous sommes des parents, donc par définition, nous sommes impatients. Mais pourquoi ça va pas mieux et plus fort et plus vite? Et pourquoi? Mais finalement, quand on regarde bien, cette année 2020, qui aura été pour beaucoup une année épouvantable, l'année de la pandémie, l'année du Covid, l'année des confinements, enfin bon, je vous la fais brève parce que vous savez ça aussi bien que moi. Eh bien, cette année aura été pour le polyhandicap un vrai tournant. Pourquoi un vrai tournant? Parce qu'il y a tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup, c'est venu par très petits pas. Ça a été, les grands événements, si je vous la fais brève, c'est 2005, c'est quand on emploie pour la première fois le mot de polyhandicap dans la fameuse loi du 11 février 2005. Et puis, en 2016, on a le volet quinquennal de l'évolution de l'offre. Donc ça, c'est important parce que là se construit pour la première fois une vraie politique publique du polyhandicap. Bon, comme je suis très peu frondeuse, on va dire, elle est très bien construite sur papier. Dans la réalité, ça ne va pas tout à fait aussi vite. N'empêche que en 2020, on a eu 2 documents majeurs qui étaient
le PNDS, le Protocole national de diagnostic et de soins polyhandicap, et les recommandations de bonne pratique. Et en 2021, on aura le rendu des recherches INSERM qui devrait arriver sur le polyhandicap. Et ça, c'est absolument fantastique parce que pendant des années, le polyhandicap était une sorte de parent pauvre du handicap en général. Je ne refais pas l'historique, ça me paraît inutile, mais on a mis quand même très, très longtemps à réussir à émerger vraiment. Alors, le PNDS, je vais quand même vous en dire un mot et puis après, on le laissera tomber. Ça me paraît très important en tant que parent, justement, qu'on se l'approprie. Parce que ce protocole national de diagnostic et de soins, qui est une espèce de, comment dirais-je, de bible de la santé pour le polyhandicap, a été fait par une équipe pluridisciplinaire, majoritairement médicale, évidemment, très, très attentive, très compétente, très pointue. Et je pense que c'est un document qui est très facile à trouver. Vous le trouvez sur le site de la Haute Autorité de Santé, mais qui est un document qui est très intéressant à mettre dans les mains de tous les médecins qui suivent nos enfants. Que ce soit le généraliste de quartier, que ce soit le médecin de votre établissement, de votre masse, que ce soit le médecin d'un lieu de vacances éventuel, que sais-je, il y a quand même là des réponses à des questions que beaucoup de médecins peuvent se poser parce que le polyhandicap n'est pas encore très, très développé, on va dire, dans les études de médecine. Donc, c'est quand même entré dans les études de médecine, mais il s'en faut beaucoup que ce soit vraiment une spécialité à part entière. En général, ça se partage entre les médecins de rééducation et les neurologues, pour faire simple. Et donc, ça, c'était très important. Ça, c'est sorti en mai. Et puis, en novembre, sont sorties ces fameuses recommandations de bonnes pratiques professionnelles. J'en parle avec beaucoup d'émotion finalement, parce que j'ai eu la chance extraordinaire de participer à cette élaboration, à l'élaboration de ce document de bonne pratique. Et ce que j'ai vécu là-dedans est quelque chose que j'ai plaisir à partager avec vous, parce que c'était vraiment des moments très, 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 très forts. Si on revient sur cette élaboration de cette reco, excusez-moi, je l'appelle par son surnom parce qu'on a quand même passé 2 ans ensemble, alors forcément, ça crée des liens. Donc, cette reco, elle a été voulue par par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Ce qui est très symbolique dans cette histoire, c'est que vous savez que les recommandations de bonne pratique se faisaient autrefois par l'ANESM, qui était plutôt dans la partie je dirais prendre soin, alors que la Haute Autorité de Santé est plutôt du côté sanitaire. Et le fait que les deux se soient rejoints me paraît hautement symbolique parce que ça réunifie la personne. Vous savez, c'est la fameuse fausse opposition entre le cure et le care, le soigner et le prendre soin. Il n'y a pas de soignant qui ne prend pas soin, il n'y a pas de soin sans référence sanitaire. En fait, tout ça est très globalement lié et pendant un certain temps, ça ne l'a pas été. Et donc, cette histoire de recommandation de bonne pratique a été faite dans ce contexte-là. Alors, c'est toujours un peu compliqué parce que ça paraît, on en était tous bien conscients, ça paraît insupportablement prétentieux d'arriver auprès de professionnels qui ont des années de pratique en disant: «Ah ben, on va vous montrer maintenant, on va vous apprendre, il est quand même temps que vous vous y colliez». On a eu quelques frondes, on l'a présenté, nous on a suivi exactement la même démarche que vous lors de notre colloque annuel, qui était au début novembre. On n'a évidemment pas pu le faire en présence et donc on a fait une visio et du coup, on a eu une sorte de fronde, si je puis dire. Les professionnels qui étaient là, qui étaient présents, qui ont dit: «Mais attendez, vous savez, vous êtes gentils, mais on ne vous a pas attendu». Ce qui est vrai. Évidemment, c'est vrai. Alors le vrai apport, à mon sens, de ces recommandations,
c'est pas simplement que c'est destiné aux jeunes professionnels, c'est aussi que ça pose un cadre, et je vous rappelle qu'un cadre n'est pas une limite. Ça pose un cadre et ça permet aussi de confronter sa propre, pratique professionnelle et même sa propre pratique en tant que parent à des choses qui sont posées, qui sont écrites, qui sont réfléchies en groupe et de se dire: «Ah ben oui, là je suis d'accord, là je non, non, j'aurais peut-être pas formulé comme ça». Et ça a été des débats qu'on a eus pendant 2 ans. On avait des réunions, pendant des journées entières, sur un thème, sur un autre, à réfléchir, à écrire, et je tiens à saluer le travail magnifique, mais magnifique qui a été effectué par le chef de service de la HAS, enfin, en tout cas des recos de bonne pratique, qui était Christiane Jambart, qui aurait pu être là aujourd'hui, enfin qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui m'a prié de vous saluer en disant que de toute façon, elle était à votre disposition. J'ajoute à ça un petit mot, heu, sur l'intervention de Christiane, à notre journée du 5 novembre. C'est que cette journée a été là aussi enregistrée et que nous l'avons mise sur notre chaîne YouTube du groupe Polyhandicap France, qu'on a créé pour cette occasion-là justement, que vous trouvez très facilement. Vous allez sur YouTube et vous tapez groupe Polyhandicap France, pas GPF, hein, groupe Polyhandicap France, et vous allez tomber, sur notre colloque, ce qui vous permettra aussi d'assister à la présentation, du PNDS et d'avoir un petit clin d'œil de notre, très aimée et très pionnière Elisabeth Zuckman, qui nous a quittés, comme vous savez, il y a, un peu plus d'un an, et qui a été, enfin, à qui le polyhandicap, le monde du polyhandicap doit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, comment ça s'est passé? Il y a eu d'abord, bon, c'est toujours comme ça, il y a eu d'abord une lettre de cadrage et puis on s'est retrouvé un groupe de 25 personnes. Je peux vous garantir que quand on n'a qu'un groupe de 25 personnes, ça n'est pas simple, d'où mon admiration pour, Christiane. Ça n'est pas simple et c'était formidablement intéressant parce qu'il y avait des gens qui venaient de partout. Comment se construit une recommandation? Elle se construit sur le croisement de 2 savoirs. Un savoir, scientifiquement validé, c'est-à-dire la littérature française et internationale, et le savoir plus, expérientiel, on va dire, des personnes qui, au quotidien, tous les jours, accompagnent des personnes polyhandicapées, enfants et adultes. Et ce qui était très intéressant là-dedans, c'est que dans l'accompagnement quotidien, nous étions des parents, il y avait un ou 2 responsables d'établissement, et il y avait beaucoup, beaucoup de professionnels de terrain. Et ça, c'était vraiment, c'est-à-dire les professionnels de terrain, heu, quotidiens, c'est-à-dire il y avait un kiné, il y avait une orthophoniste, il y avait, enfin, il y avait des chefs de service, divers, il y avait des médecins, il y avait une dentiste, il y avait, et quand je vous dis des médecins, c'était vraiment, pas des moindres puisqu'il y avait, notamment le docteur Rousseau, Marie-Christine Rousseau et Dominique Juseau. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin qu'elle avait dirigé qui a été réédité récemment, qui s'appelle «Vivre et grandir polyhandicapés», mais c'est une vraie petite mine d'or. Et donc, on avait évidemment des points de vue qui étaient formidablement, complémentaires. Formidablement complémentaires, qu'il a fallu articuler, et là où l'articulation s'est avérée, heu, passionnante, c'était avec entre le savoir issu du quotidien et le savoir de la littérature grise. Nous avions de la littérature, excusez-moi, scientifique, il y a eu aussi la littérature grise. La littérature scientifique, il y avait une personne tout à fait, remarquable, chercheuse émérite au CNRS, qui a fait un travail absolument formidable, qui a compulsé tout ce qui existe, tant en France qu'à l'étranger, encore une fois, en matière de littérature scientifique et reconnue,
comme vous savez, la littérature scientifique, c'est quelquefois un peu désincarné. Et donc, il y avait des choses sur lesquelles le groupe disait: «Ah non, mais il faut dire ceci, il faut dire cela, parce que nous savons que». Et alors elle disait: «Oui, non, mais attendez, c'est compliqué de le dire comme ça, parce que on n'a pas de fondement scientifique, donc il faut». Et toute cette articulation entre ce qui avait été fait par des gens euh, très remarquables, des médecins, des chercheurs, qui étaient très intéressants, mais qui étaient parfois un peu compliqués. Elle nous a appris beaucoup de choses, cette dame. Et la matière un peu plus bouillonnante, vous voyez, façon volcan, si je puis dire, un peu plus bouillonnante, qui venait et des familles et des professionnels, a été quelque chose de très intéressant. Du coup, de notre place de parents, et nous étions finalement très peu nombreux, nous étions 3 parents, nous avons été, enfin pour ma part, j'ai été admirative du respect, je crois que c'est le meilleur mot que j'ai trouvé, du respect porté à notre parole, à notre expérience, à notre vécu de parents et à notre connaissance extrêmement fine, non pas du polyhandicap en général, bien sûr, mais des cas particuliers que sont chacun de nos enfants. Et ça a été une construction, encore une fois, passionnante, parce que, au bout du compte, on est arrivé à un document formidable, qui est un document qui conduit les professionnels, les parents, enfin toutes les personnes qui le lisent, à porter enfin, enfin, un regard extrêmement positif sur les personnes polyhandicapées, à remettre les personnes dans leur globalité et à s'efforcer de donner toutes les pistes pour faire émerger toutes leurs compétences singulières, pas immédiatement décelables, différentes, mais bien réelles, mais bien réelles. Et ça, c'est tout de même dans de la littérature, je vais appeler officielle, c'est quand même un grand pas en avant, parce qu'on a enfin l'impression, après toutes ces années de déni, qu'on arrive à parler d'une personne et de son accompagnement. Et ça, c'est formidable. Et c'est d'autant plus formidable que, justement, dans la globalité de cette personne, le document s'adresse à tous. Quand je dis à tous, je veux dire qu'il a été pensé, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a voulu faire. Je ne sais pas si on y est arrivé, mais il a été pensé pour pouvoir être lu et pour que puissent se l'approprier non seulement les professionnels de l'accompagnement en établissement médico-social, mais aussi les professionnels qui accompagnent les personnes à domicile, les professionnels du quotidien, les médecins, les dentistes, enfin absolument tout le monde, y compris les plus hautes instances de l'État qui voudraient s'intéresser un peu au polyhandicap. Et ça, c'est formidable, parce qu'effectivement, la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que, en fait, la personne polyhandicapée n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même, ce qui d'emblée la resitue dans son vrai cadre de personne à part entière, de personnes autonomes, même si cette autonomie est minime, de personnes citoyennes. Et ça, c'est quand même quelque chose que moi j'ai trouvé extraordinaire, parce que je suppose que tous les parents qui m'écoutent ont été confrontés, on a tous été confrontés à ça, à des dénis, à des négations, à des... moi je me souviens, parce que je l'ai entendu ça combien de fois derrière mon dos, enfin derrière mon dos, ça m'était d'ailleurs dit assez gentiment, oh non mais elle est gentille cette petite Madame Tesnas, mais elle rêve complètement. Pire encore, ah non mais elle est dans le déni de la gravité de la situation. Et là, tout d'un coup,
je me dis, ah ben, j'étais pas dans le déni, tant dans le déni que ça, mes bons amis. Mais pas du tout, regardez, c'est quand même dit par des gens sérieux, importants, reconnus. La Haute Autorité de Santé, c'est quand même pas peanuts. Et donc, ça a été travaillé pendant 2 ans, et puis ça a été non seulement ce groupe-là, mais derrière, il y a eu tout un groupe de relecteurs extrêmement compétents, évidemment, et puis la commission de suivi de la Haute Autorité de Santé. C'est un document qui a été étudié, validé, qui, grâce au ciel, est toujours perfectible, mais qui constitue tout de même une somme que personnellement je trouve extraordinairement intéressante. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, c'est l'accompagnement de la personne polyhandicapée centré sur ses capacités. C'est-à-dire, c'est exactement ce que vous développez tout au long de la journée. C'est exactement ce pourquoi le groupe Polyhandicap France, qui a été créé par Monique Rongière, à qui je rends un vrai hommage parce qu'elle a fait un boulot de visionnaire tout à fait extraordinaire. C'est pour ça qu'on se bat depuis des années. Et là, tout d'un coup, on a une espèce de... Je ne sais pas très bien comment je peux le dire, c'est pas bonheur parce qu'on continue à demander encore plus, parce que vous savez bien qu'on a encore bien des défis et bien des combats à mener dans le champ du polyhandicap, mais tout de même, il y a là quelque chose, tant dans le PNDS que dans la recommandation de bonne pratique, euh, quelque chose qui est formidablement positif et qui rend enfin hommage à nos enfants, quel que soit leur âge, à nos enfants, à nos amis polyhandicapés et à tous ceux qui les accompagnent. C'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Alors attention, je ne nie pas du tout pas une seule seconde les difficultés de cet accompagnement, les difficultés qu'on rencontre, enfin, tout c'est bien sûr que non, mais tout de même, je pense que ce côté extrêmement positif est très intéressant. Alors, je vais vous présenter quand même brièvement le document. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas meilleure façon que d'aller voir sur le site de la HAS, où vous le trouverez en ligne. Allez voir la présentation éventuellement de Christiane donc sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Donc, la première chose dont on parle, c'est que, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est l'idée de soigner et de prendre soin. Et si vous ne lisiez qu'une chose, même si vous êtes formidablement expérimenté, si vous ne lisiez qu'une chose de cette recommandation, il faut lire le préambule. Parce que dans le préambule, il y a toute cette dimension d'accompagnement et puis il y a une hauteur de vue, si vous voulez, anthropologique, philosophique, éthique, qui remet encore une fois la personne elle-même au centre de notre préoccupation. Donc c'est vraiment un document absolument fondamental. D'ailleurs, vous voyez bien que ça s'appelle l'accompagnement de la personne polyhandicapée dans sa spécificité et qu'on a quand même les 3 mots qui pèsent d'un poids considérable. C'est l'accompagnement, qui est quand même, pendant des années, on a parlé de prise en charge. La nuance est quand même significative à mon sens. Il s'agit bien de la personne polyhandicapée et enfin, il s'agit de sa spécificité. Donc, on parle d'un parcours, c'est-à-dire la vie entière de la personne qu'on ne saucissonne plus, qu'on ne coupe pas en tranches, même si la recommandation a été coupée, enfin, elle a été partagée en plusieurs thèmes, simplement pour la facilité de s'approprier. Vous verrez, elle est en livret, donc vous lisez le préambule qui est absolument remarquable, et puis ensuite, vous cliquez sur le livret qui vous intéresse, parce que tout d'un seul coup, à mon sens, ça fait beaucoup. Ça m'amène à parler de la définition du polyhandicap. Vous savez que le polyhandicap est un terme donc inventé par Elisabeth Zuckman, franco-français. À l'étranger,
on parle de PIMD, c'est-à-dire le PIMD, c'est Profound Intellectual and Multiple Disabilities. Ce terme de disabilities est très fâcheux. Il est très fâcheux parce qu'il pointe les incapacités, les déficiences, les troubles, toutes choses qui existent, mais qui à aucun moment ne doivent occulter la personne et non plus ne doivent occulter ses capacités qui nous appartient de faire émerger. On a beaucoup parlé de la définition du polyhandicap. Je pense qu'elle va encore évoluer grâce à l'évolution des études et des recherches sur les troubles du neurodéveloppement. Et je pense qu'on va aller beaucoup plus loin. Mais du temps, vous vous souvenez, où il y avait cette horrible définition qui parlait de... je crois que j'en ai même oublié, vous voyez, tellement elle me choque, c'est les notions d'incapacité, de difficulté intellectuelle sévère à profonde. Enfin, c'était terrible parce que, en réalité, bien sûr qu'on ne va pas demander à nos enfants polyhandicapés ni d'entrer à l'Académie française, ni de faire Polytechnique, mais écoutez, ni vous, ni moi, ni sommes, enfin, excusez-moi si quelqu'un qui y est, et ça ne nous empêche pas d'être heureux. Ce qui est intéressant, qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine? C'est réussi, c'est l'idée qu'on est bien dans sa peau, qu'on a développé au maximum ce qu'on pouvait faire et que, vous voyez, je pense que si j'étais un oiseau, est-ce que je vous regarderais, vous autres petits humains, vous traînant sur le sol en disant les pauvres petits? Et est-ce que ça vous manque de pas voler? Oui, un peu, bien sûr, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir être très heureux en tant qu'être humain. Donc, je pense qu'il faut bien considérer les gens à leur place, leur capacité, leur droit, j'ai envie de dire leur droit, bon alors toutes sortes de droits bien sûr, mais surtout leur droit au bonheur. Et c'est ça qui est absolument fondamental, il me semble, dans un accompagnement. Et pour qu'un accompagnement soit effectivement bien réussi, il faut que la personne soit dans un environnement tout à fait favorable, qu'elle soit bien stimulée et qu'on puisse effectivement faire émerger toutes ces potentialités. C'est là où il y a ce changement de paradigme qui est extraordinaire, de passer des incapacités et déficiences aux capacités, aux possibilités, aux potentialités de la personne. Et ça, de ma place de parent, je présume de la vôtre, c'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est ce que je disais pour commencer, c'est enfin la reconnaissance de ce que sont vraiment nos enfants. Alors, la personne à part entière, pour reprendre les mots à la mode actrice et citoyenne, ce qui est quand même assez significatif, est toujours en capacité d'acquérir de nouvelles compétences. Ça, c'est très clair. Et donc, c'est ce qu'on va développer au long des 6 parties. Donc, il y a ce fil rouge, ce fil conducteur de l'approche positive de l'accompagnement. Et donc, à partir de là, vous avez 6 chapitres qui sont la personne polyhandicapée, donc c'est ce que je viens de vous dire, actrice et citoyenne, les évaluations fonctionnelles. Alors, on a tous longtemps un peu tordu le nez sur cette notion d'évaluation qui est parfois ressenti comme un jugement. En réalité, ce qui est intéressant dans les évaluations, excusez-moi, c'est justement d'évaluer les capacités et les potentialités de cette personne. Ensuite, il y a un chapitre évidemment sur la santé, parce que la santé, même si on ne s'est pas beaucoup étendu dessus parce qu'il y avait derrière le PNDS, il y a quand même des choses qu'il faut redire, qui sont importantes dans l'accompagnement quotidien. Par exemple, pour ne vous prendre qu'un exemple, on peut dire dans les troubles de la sensorialité, il y a les troubles de l'audition et l'hyperacousie qui fait que trop de bruit autour certaines personnes polyhandicapées sont une véritable souffrance. Je pense qu'ils ont déjà suffisamment de soucis sans qu'on rajoute les soucis qu'on pourrait éviter. Donc ça fait partie des choses qui ne sont pas forcément présentes à l'esprit de tout le monde, mais qui est important de souligner.
Ensuite, il y a une partie sur le quotidien. Et dans le quotidien, il y a évidemment les loisirs, le cadre de vie. Et puis, il y a bien sûr ce levier majeur, majeur, qui est la communication, qui permet à la personne polyhandicapée de s'exprimer par une communication qui est souvent archaïque, parce que c'est une communication du corps, ce sont souvent des raideurs, des signes, des gestes, ça peut aller jusqu'à des crises convulsives ou de la fièvre ou des choses comme ça. Ça peut aussi, quand on veut bien rétablir le meilleur environnement, l'environnement le plus écologique possible, ça peut être aussi la communication augmentative avec le recours aux pictos et le recours pour certains, dans la mesure où ils le peuvent, à des outils extrêmement modernes, à des outils électroniques, connectés extrêmement efficaces. Et c'est là où je pense qu'il faut être à la fois très prudent dans l'usage qu'on en fait, parce que bien sûr, il ne faut jamais mettre une personne polyhandicapée en échec. Mais il y a quelque chose qui est très, très, très important dans l'accompagnement, c'est que nos enfants, nos adultes ont, vous le savez mieux que personne, des limitations fonctionnelles qui leur sont imposées par le polyhandicap. Et donc, il faut s'interdire toute limitation dans notre regard. Il faut avoir une ambition réelle. Alors attention, une ambition avec des objectifs ajustés, raisonnables, adaptés à la personne, ça évidemment. Il ne faut pas mettre une limite dans notre regard. Pendant combien de temps on a dit, il n'y a rien à faire pour ces enfants-là, ils sont inéducables, la scolarisation, pourquoi faire, etc. Et pourtant, quand on voit. Bon, évidemment, les objectifs sont différents parce qu'on ne les met pas dans une scolarisation qui va les conduire à avoir un métier. Et évidemment que non. Mais quand on voit le bonheur d'apprendre de ces enfants, on se dit que c'est criminel de les en priver. Et jusqu'où iront-ils? Mais on s'en fiche, c'est absolument pas la question. La question, c'est que les limites leur sont imposées et ça n'est certainement pas à nous de le faire. Nous, on est là pour les aider justement à les franchir dans la mesure où c'est possible. Il y a enfin un chapitre sur les transitions et la fin de vie. Et puis, parce que ce sont des passages très, très importants, les transitions, ce sont des moments souvent, par exemple, le passage d'un groupe à l'autre dans les établissements d'enfants, le passage d'un établissement d'enfants et adolescents à un établissement d'adultes, le passage de l'externat à l'internat, le passage, bon, enfin, vous connaissez tout ça. Les transitions sont importantes, il faut les préparer en amont, il faut les accompagner, il faut les aider, parce que c'est très difficile pour les personnes polyhandicapées compte tenu de leurs difficultés, compte tenu de leur temporalité extrêmement particulière, du temps qui leur est nécessaire, il est difficile d'anticiper les choses. Donc, il faut vraiment accompagner leur découverte des nouveaux mondes dans lesquels ils vont être plongés, d'où l'importance de ces transitions. Je vous parlais tout à l'heure de communication. Il y a quelque chose qui est très important dans la communication, surtout dans les débuts de la communication, c'est le refus. Vous savez que les enfants, les ptios, commencent en général par dire non. Avant de savoir dire quoi que ce soit, ils disent non. Les enfants polyhandicapés aussi disent non. Moi, je me souviens d'une maman qui me disait ah non, mais quand je demande ça à Stéphanie, elle ferme les yeux. C'est sa façon à elle de me dire je ne veux pas en entendre parler, va au diable. Ce qui était très lucide de la part de la maman. Et des choses comme ça, on les connaît. Il faut les repérer, il faut les décoder, il faut les traduire souvent pour d'autres. Mais quand on se heurte à un refus souvent clairement exprimé, si on se donne la peine de chercher par une personne polyhandicapée, c'est une clé formidable parce que la question qui vient tout de suite derrière, c'est pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette histoire? Vous voyez, c'est un espèce, vous le savez très bien en tant que parent, vous êtes forcément arrivé à une sorte de construction qui est quelque chose entre Champollion et Sherlock Holmes. Donc, on est tout le temps là-dedans et on a vraiment besoin de ça pour l'accompagnement. Et enfin,
on avait terminé sur un chapitre sur les professionnels et les familles. Les professionnels et les familles, c'est très, très, très intéressant de notre point de vue parce qu'au départ, certains d'entre vous ont peut-être été confrontés à des professionnels qui disaient « Mais attendez, moi, je détiens le savoir, donc ce que vous pensez ne m'intéresse pas ». Alors que, évidemment, on sait bien que les parents sont ceux qui ont la connaissance la plus fine de leur enfant et même s'ils ne l'avaient pas, ils ont au moins une compétence, une connaissance qui est fondée sur la durée, ce que n'a évidemment aucun professionnel. Parce que quand vous avez connu et accompagné un enfant de 0 à 30, 45, enfin, quel que soit l'âge qu'il est, vous avez quand même, qu'on le veuille ou non, c'est ça la porte d'entrée, une petite compétence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment on va réussir à articuler bien le savoir des parents et le savoir des professionnels. Ce qui me paraît très intéressant, c'est justement cette articulation entre une connaissance parentale très fine, très pointue, très réelle, mais sur une seule personne, et l'articulation avec un savoir beaucoup plus transversal des professionnels qui ont eu affaire à beaucoup d'autres enfants ou adultes polyhandicapés. Et donc, l'endroit où ces deux savoirs se rencontrent permet d'articuler, permet de co-construire, notamment les projets personnalisés, permet de co-construire un accompagnement et de répondre au plus près, au moins mal possible, on va dire, aux attentes et aux besoins de la personne polyhandicapée. Donc ça, c'était vu de ma fenêtre de parent, et ça a été un moment complètement extraordinaire, et c'est ça que je voudrais partager avec vous. C'est cette reconnaissance, enfin, qu'il faut revendiquer haut et fort et tout le temps, parce qu'elle est entièrement légitime, cette recommandation des capacités de nos enfants et de nos amis qu'on a porté parfois très seul pendant très longtemps. Et maintenant qu'on a ce document, qui est évidemment pas opposable, mais sur lequel on peut s'appuyer pour construire des choses avec les professionnels, pour leur demander vraiment de se saisir de ce document qui a un regard extrêmement humaniste, et extrêmement constructif sur les personnes polyhandicapées, c'est vraiment intéressant. Je veux dire, il faut que vous, je ne vais pas vous dire d'entrer dans le bureau du directeur de votre établissement avec un flingue en disant la reco ou la vie, mais j'ai presque envie de dire, mais allez-y, imposez-la, même si les gens vous disent, mais madame, mais monsieur, non, attendez, on sait faire. C'est toujours intéressant, justement parce qu'on sait faire, de confronter son savoir, son expérience à quelque chose d'un peu plus général, encore une fois, un peu plus construit que ce qu'on a l'habitude de faire. Et pour finir là-dessus, moi c'est pas moi qui l'ai, je l'ai trouvé dans Petit Robert, une très très jolie, je trouve une très très jolie définition de l'accompagnement. Alors, je triche, je vous le cache pas, mais on va pas s'en priver. Je triche parce que c'est une recommandation, excusez-moi, une définition de l'accompagnement musical. Mais c'est justement celui-là qui m'intéresse, parce que c'est accompagner, c'est soutenir quelqu'un pour lui permettre d'exprimer sa mélodie. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, la vraie définition, mais c'est effectivement construire avec quelqu'un l'accompagnement qui lui permet de... Alors, vous regarderez dans Robert, elle m'échappe là, excusez-moi. Mais c'est vraiment, je le dis souvent, je suis désolée pour ceux qui l'ont déjà entendu dire ça, mais vous savez qu'il vaut mieux se répéter que se contredire, donc je n'ai pas trop d'état d'âme là-dessus. Mais réellement, penser qu'il nous reste beaucoup à faire, beaucoup à construire, que de notre
petit côté associatif au groupe Polyhandicap France, on est un groupe de bénévoles. Vous savez, on n'a aucune subvention puisque on veut à tout prix garder notre indépendance. Et on a vraiment besoin de sentir que vous nous soutenez et qu'on représente légitimement et réellement les parents, les professionnels et tout le monde. Parce que ça fait partie des choses, même si enfin, c'est pas nous directement, mais on est impliqués dans le volet, vous le savez, c'était avec vous, on est impliqués dans les politiques publiques, dans les constructions, on se bat pied à pied pour dire attention, le polyhandicap, c'est spécifique. C'est pas nous qui allons nous adapter à la société inclusive, c'est la société inclusive qui va s'adapter à nous. Et c'est un message qu'on porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quelque chose qui a été complètement valorisé dans cette recommandation de la HAS, comme elle est valorisée dans le PNDS et comme elle va être valorisée dans les conclusions que l'INSERM va rendre en 2021. Et moi, je suis vraiment contente, malgré le chemin qui reste à parcourir, de cette justice qui est enfin rendue à nos enfants.